Aujourd'hui, on va parler du Japon et des élections législatives le 8 février prochain avec des propositions de baisse d'impôts dans un pays qui a quand même déjà une dette de 235% du PIB avec des taux à 10 ans qui montent très fortement. Est-ce que la prochaine crise pourrait venir du Japon, Emmanuel ? Ce qui est sûr, c'est que le cocktail financier le plus explosif de tous les grands pays industrialisés, aujourd'hui, c'est au Japon qu'on le trouve. D'abord parce que c'est une bombe obligataire à retardement, vous l'avez dit, vu le niveau de la dette. Alors, niveau de dette qui n'a pas posé beaucoup de problèmes quand les taux d'intérêt étaient nuls, mais maintenant que les taux d'intérêt remontent, l'effet boule de neige, il est assez spectaculaire. La Banque du Japon, elle est piégée. Elle est piégée dans tout ça parce que soit elle remonte franchement ses taux d'intérêt et à ce moment-là c'est le crack obligataire et crise économique, et si elle les remonte pas, c'est la chute du yen, l'inflation importée, la fuite des capitaux. Résultat, il n'y a pas de marge du côté de la politique monétaire. La chute du yen, certains pourraient y voir finalement une espèce de sortie possible, mais la réalité c'est qu'on n'est plus dans les années 90, c'est-à-dire que le Japon n'est plus une grande puissance exportatrice et la baisse du yen, ça affaiblit plutôt les revenus de capitaux. Le système financier japonais est lui-même ultra exposé à la dette publique. Le yen est une devise importante sur le marché d'échanges internationaux pour tous les carry trade. Donc moi, je suis assez inquiet de cette situation explosive qu'on trouve au Japon. Il est inquiet, Emmanuel Le Chip. Jean-Marc, et vous ? Non, je ne suis pas du tout inquiet parce que le Japon a une stratégie de moyen et long terme qui est conforme à l'évolution de sa population, de sa démographie. Je vais revenir sur l'actualité immédiate, mais la dernière projection de population du Japon, il y a 124 millions d'habitants au Japon et à l'horizon 2100, ils seront 60 millions. Ah oui. On commence déjà à avoir... C'est d'une violence, c'est très violent quand même. Et on commence à avoir des modèles qui annoncent à quel jour l'empereur sera tout seul, puisque le Japon existe par l'empereur, et donc il y aura un jour où il n'y aura plus que l'empereur. Et donc, alors c'est une forme de plaisanterie, une forme d'humour un peu sinistre de la part de la population japonaise. Est-ce qu'on nommera empereur forcément le dernier japonais vivant ? Oui, c'est plutôt ça. Donc, pour revenir à cette situation, quand vous regardez effectivement ce qui se passe au Japon, c'est que vous avez une stratégie qui fait que le Japon, par exemple, n'est plus effectivement une puissance exportatrice, il n'y a plus un enjeu de son taux de change sur la base de ses exportations. L'Italie vient de dépasser le Japon en tant que volume des exportations réalisées. Et donc, le véritable enjeu, c'est la rémunération des placements effectués par les Japonais à l'extérieur. Donc vous avez un Japon qui, l'année dernière, a eu un déficit de sa balance commerciale de 50 milliards de dollars et un excédent de sa balance des paiements courants de 200 milliards de dollars. Si vous regardez la campagne électorale qui se passe en ce moment au Japon, en fait, le débat qui a lieu, c'est entre le fait que les retraités, grâce à ces placements à l'extérieur, sont payés en dollars, alors que les actifs et les jeunes sont payés en yens. Donc la hausse du dollar, ça augmente le revenu des retraités et des électeurs du Parti libéral-démocrate. La hausse du dollar, ça abaisse le pouvoir d'achat des jeunes qui commencent Sacré choc de génération. Oui, il y a un vrai choc de génération au Japon. D'autant plus que les jeunes ont du mal maintenant, compte tenu de l'évolution de l'économie, à trouver des emplois dans le marché du travail. Donc on est dans une situation un peu paradoxale où à la fois on manque de main-d'œuvre et puis cette main-d'œuvre a du mal à s'insérer. Donc votre économie de rentier, ça marche avec un yen fort. Non, ça marche. Au départ, il faut un yen fort, ce qui a été le cas jusqu'au milieu des années 2005-2010. Juste avant la crise de 2009, on avait un dollar qui valait 78 yens. Je rappelle le discours de Shinzo Abe, le discours d'investiture. Shinzo Abe, c'est l'inspirateur de l'actuel Premier ministre. Shinzo Abe disait je prends le yen à 1 dollar égale 78 yens. Je considère que maintenant, les acquisitions ont été faites. Mon objectif, c'est 1 dollar égale 140 à 150 yens. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc le Japon a adopté cette stratégie à la fois de change et de... Et donc vous n'êtes pas inquiet parce qu'ils ont les placements à l'extérieur et qu'ils ont investi sur une autre population qui, elle, produit. Leur problème, c'est effectivement cette dette publique qui avait commencé à se réduire, puisqu'elle avait commencé, le Premier ministre précédent, avant la défaite aux élections sénatoriales, avait augmenté notamment la TVA, et puis il y avait eu de la dynamique de l'inflation qui réduit mécaniquement la dette. Le véritable enjeu, c'est la Banque centrale du Japon, est le principal détenteur de dette publique. Donc l'enjeu, c'est à quel moment est-ce qu'elle avait décidé d'arrêter d'acheter de la dette publique. Elle a déjà dit, écoutez, d'après les projections du FMI, en 2100, la dette publique sera à 600% du PIB.
Si j'en détiens la moitié, ça veut dire que mon bilan représentera pratiquement 300% du PIB. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour une banque centrale. Donc il faut réagir à moyen et long terme face à la dette publique. Mais à court terme, si jamais il y a le moins de problèmes, la banque centrale achètera la Est-ce que vous dette êtes publique. rassuré, Emmanuel? Non, parce que moi, je pense que l'équation démographique rend impossible n'importe quelle sortie de crise. Si effectivement vous avez cette population qui diminue, ce vieillissement extrême, et que vous n'aurez pas de toute façon de croissance, vous aurez moins de contribuables. Mais Jean-Marc, il dit c'est pas grave, ils ont investi ailleurs. Qui augmente. Oui, mais je veux dire, encore une fois, c'est pas là-dessus. Vous allez avoir un pays qui va devenir effectivement une maison de retraite géante, avec quelques Japonais, encore une fois, qui s'en sortiront bien, mais tous les Japonais n'ont pas les moyens, et donc c'est intenable. Politiquement, c'est intenable. Donc financièrement, l'équation, elle tient, c'est très bien, mais politiquement et socialement, c'est intenable. Donc de toute façon, vous voyez une révolte que ce des soit jeunes financièrement, économiquement ou socialement, c'est un pays qui ne peut à terme qu'exploser. Alors sur la révolte des jeunes, il y a Oui. déjà eu une révolte des jeunes il y a 2 ans sur l'augmentation des droits de scolarité à l'université. Donc le Japon a répondu en supprimant certaines matières, en disant écoutez, ça sert à rien d'enseigner la sociologie, donc on va faire des économies à l'université, donc on supprime certains types de cours. Mais je crois que le véritable enjeu pour le Japon, c'est effectivement la fiabilité de ses placements à l'étranger. C'est-à-dire que le Japon assure la croissance par son épargne de l'Indonésie. Combien de temps est-ce que les Indonésiens vont accepter de travailler pour les Japonais ? Merci à tous les deux, il est 7h18.